je me tourne vers Ingrid Bertin. L'une de vos démarches, c'est donc vous êtes coordinatrice éco-conception architecte, vous êtes docteur en sciences ingénierie et environnement, CETEC. Et justement, vous avez mis en place une méthodologie pour une architecture réemployable. Vous avez un peu élaboré des guides pour préfigurer le réemploi des matériaux dans la construction. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors il y a deux parts dans ce que je vais présenter. Il y a effectivement un travail de recherche qui est le mien à travers une thèse de doctorat que j'ai pu effectuer chez CETEC TPI, et puis les guides qui sont là plutôt un travail collectif qui ont été faits dans le cadre de la Fondation Bâtiment Énergie et que je vais présenter également succinctement. Donc juste quelques mots sur le groupe CETEC qui est une ingénierie pluridisciplinaire. Donc on a vraiment toutes les expertises autour de la construction et de l'aménagement, des transports, de l'industrie. Donc c'est un groupe aussi qui est indépendant et détenu par ces ingénieurs, ce qui nous permet de travailler sur des sujets qui nous tiennent à cœur, comme celui de l'économie circulaire. On a également pris des engagements qui sont quand même assez forts avec un manifeste pour une construction bas carbone qui est donc accessible, dans lequel on a pris des engagements pour éco-concevoir, décarboner nos projets et être acteur de ce changement qui est nécessaire pour toute la chaîne d'acteurs de la construction. Voilà. Et puis pour la partie qui me concerne plus en termes d'activité, donc on traite bien sûr des sujets autour du bas carbone, de la réversibilité du réemploi, et on peut intervenir aussi bien en amont en termes d'assistance et maîtrise d'ouvrage qu'en maîtrise d'œuvre, qui est plutôt notre métier historique de concevoir. Et puis une part de recherche et développement que je présente donc ce soir, puisque tous ces sujets très nouveaux et innovants nécessitent aussi un temps de réflexion et de recherche pour pouvoir passer à l'action. Donc on évoquait notamment tout à l'heure, donc on participe par exemple à la maîtrise d'œuvre du village des athlètes, on travaille aussi sur des rénovations, la bourse du commerce par exemple, ou des réhabilitations d'immeubles de grande hauteur à la Défense actuellement. Donc ça c'est vraiment une transition des activités qu'on peut constater en termes de préservation de l'existant. Alors, juste pour éviter les grands concepts, mais on a quand même une répétition de ce contexte, de ces actions sur l'environnement qui se multiplient. Et donc, bon, on a l'impression que les messages, on les entend, ils se répètent. Il faut agir, oui, d'accord. Et puis finalement, on a quand même difficilement un passage à l'action. Donc heureusement, ce soir, on est là pour en parler. On a vu des beaux exemples. Mais bon, il y a encore beaucoup à faire. Et donc, voilà. Donc, ce qui est présenté par la suite, c'est justement comment on peut passer du concept à l'action. Et donc s'appuyer sur le travail qui a été fait, qui est en cours, qui est nécessaire de réflexion pour arriver à des projets qui sont dans l'action d'aujourd'hui et comment on agit. Donc je le disais, il y a on en parlait notamment avec Construire Acier et puis des gens qui ont participé à ce projet. Il y a eu un projet de recherche pour la Fondation Bâtiment Énergie, qui était financé par la Fondation Bâtiment Énergie, qui était coordonné par le CSTB, avec différents enjeux qui ont abouti à différents guides. Donc ça, ce travail s'est terminé en mars dernier. Donc ces guides ont quand même eu, on va dire, ont permis de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs, notamment également Cycle Up qui est à ma gauche. Voilà, on a travaillé quand même sur ces guides qui ont mérite d'exister et qui ont fait un peu le tour de la problématique de l'économie circulaire dans le bâtiment et qui sont là donc pour encourager l'ensemble des acteurs à passer à l'action. Donc je vais en parcourir quelques extraits dans la suite. Donc notamment quand on parle de concevoir avec du réemploi, des éléments de réemploi, il faut savoir diagnostiquer ces éléments. Et donc il y a eu une série de guides qui ont été élaborés qui permettent de faire un peu le tour des grandes familles d'éléments des produits. Donc là, en l'occurrence sur l'acier, qui ont permis d'un peu de parcourir en termes de diagnostic quels étaient les besoins de description technique, d'accès au gisement, de caractérisation de l'acier, comment on peut retrouver l'historique de vie d'un élément pour trouver le domaine d'emploi et donc les performances à identifier quand on veut faire un réemploi, de bien s'assurer que ce qu'on a récupéré pourra être remis en œuvre
pour assurer les fonctions qu'on mobilise à nouveau. Voilà, mais je pense qu'en plus Hugo en parlera certainement mieux que moi après, puisque c'est son cœur de métier. En termes de conception, donc il y a eu un guide qui était plus dédié sur justement la démontabilité et comment anticiper cette démontabilité. Donc là, c'est des principes de structure poteau-poutre, de trame structurale, d'anticipation aussi du séquençage de déconstruction, d'anticiper au maximum ce qu'on pourra faire du bâtiment. On l'a vu avec le bel exemple aussi de DPA, donc les grands espaces, les trames qui permettent d'avoir aussi des espaces modulables. Voilà, donc, et sur les solutions techniques, vraiment de réfléchir à des assemblages mécaniques, démontables. Ça passe souvent aussi par la standardisation, la préfabrication, qui nous permet d'avoir une meilleure traçabilité de ce qui est mis en œuvre et souvent d'avoir cette donnée ancrée avec les éléments eux-mêmes et puis les modules qui sont générés. Donc ça va vraiment ce guide va vraiment jusqu'aux solutions techniques démontables. Donc la démontabilité, c'est un principe qui fait appel après à tout un tas d'autres champs. Hein. Évidemment, il faut prévoir une évolutivité grâce à la démontabilité. On peut faciliter la réutilisation, faciliter la conservation et l'entretien de ce qui existe. Et puis la démontabilité, quand on parle aussi de préfabrication, ça permet d'avoir des bénéfices en termes de chantier, d'accélérer les chantiers et de réduire les nuisances, entre autres. Donc les assemblages, donc là je rentre un peu plus aussi dans la recherche qui concerne la thèse de doctorat que j'ai pu réaliser. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir réfléchir sur ces assemblages qu'on considère démontables et qu'on espère démontables et les conséquences qu'il peut y avoir en termes de conception structurelle, parce qu'on ne peut pas juste dire ah, oui, il suffit de mettre un assemblage démontable, c'est simple, oui, mais structurellement il y a quand même des répercussions qui sont importantes. Donc là, quand on conçoit la structure, il va y avoir une nouvelle façon d'appréhender les choses. Voilà, et puis là, je vous ai mis une petite liste parce que ça représente bien ce qui se passe en termes de recherche actuellement. Il y a tout un tas de concepts de design for qui sont une anticipation dans la conception de la fin de vie et donc de concevoir les choses pour soit recycler, soit adapter, réadapter les choses, soit désassembler, déconstruire. Et puis, alors moi, je me suis axée sur le design for reuse, qui est vraiment de concevoir aujourd'hui les bâtiments pour faciliter leur réemploi et qu'on ait plus de facilité qu'actuellement avec l'existant et les difficultés qu'on a aujourd'hui avec l'existant. Le concept de la thèse de doctorat que j'ai pu mener chez CETEC, c'était vraiment de concevoir et de déterminer un bâtiment donc de grande hauteur, puisque l'activité de l'équipe dans laquelle j'ai réalisé la thèse, c'était les immeubles de grande hauteur. Donc un immeuble multi-étage qui puisse être conçu, démontable, réemployable, avec une méthodologie qui accompagne le bâtiment de A à Z, donc depuis la conception jusqu'à sa future vie, son anticipation. Donc bien sûr, il y a les principes d'assemblage démontable, de structure, on va dire, de poteau-poutre qui permet d'avoir des espaces aussi libres pour engendrer un maximum d'usage, favoriser la chronotopie d'un bâtiment, pouvoir utiliser un bâtiment en bureau ou en logement, donc réfléchir à des bâtiments un peu hybrides en termes d'usage, plus que ce qui n'est fait aujourd'hui. Suivre un bâtiment tout au long de sa vie avec des traçabilités, voire de l'instrumentation, pour bien avoir en tête la vie des éléments et de l'ouvrage et comprendre ce qui est possible de réemployer ou pas. Voilà, s'il y a eu un événement particulier, un élément peut être retiré du réemploi parce qu'il y a peut-être un peu de risque à le remettre en œuvre, ou au contraire, on a toute la traçabilité, donc là on peut y aller en toute confiance et réutiliser ces éléments. Et puis donc d'avoir une déconstruction, hein, et pas une démolition, bien sûr une déconstruction, pour pouvoir remettre en œuvre ces éléments où on le souhaite, enfin, évidemment avec une fonction adéquate. Voilà, donc dans le cadre de la thèse, ce qui avait été par exemple développé, c'était ce concept de savoir concevoir à partir d'un stock ou depuis un stock, donc de changer aussi les mentalités, ne pas se dire j'ai un projet, je construis avec les bâtiments, avec les matériaux
qui sont dans un catalogue, enfin à disposition, mais plutôt se dire j'ai un gisement qui est là, qui existe à disposition, comment je conçois mon bâtiment à partir de ce gisement. Donc c'est des principes qui sont très prospectifs, mais dans un futur peut-être proche, on n'aura peut-être plus le choix et il faudra certainement aussi savoir concevoir des bâtiments à partir d'un stock qui nous est fourni, qui est là et qui est une contrainte, mais les architectes aiment bien les contraintes, c'est source de créativité. Donc voilà, donc ça c'était un peu les principes qui étaient développés dans cette recherche. Voilà, donc alors un autre guide, je reviens sur les travaux de la Fondation Bâtiment Énergie. Donc ça, c'est l'enjeu que j'ai eu la chance de piloter avec plusieurs acteurs, hein, notamment on a le CTICM qui était autour de la table, des architectes. On avait également un panel d'utilisateurs qui étaient là pour donner leur avis, FEDEREC, enfin voilà, j'en passe, mais on était vraiment très très nombreux dans ces travaux de la Fondation Bâtiment Énergie. Et donc, dans ce guide, la part est faite sur la capitalisation de la donnée. Donc, vraiment s'interroger sur comment on peut connaître davantage les matériaux qui nous entourent, comment on peut tracer cette information et comment on peut donc faciliter l'économie circulaire, la valorisation en fin de vie. Parce qu'actuellement, voilà, une des difficultés, enfin des constats, c'est que voilà, quand on est face à l'existant, on a très peu de données, c'est assez compliqué de retrouver, donc il faut mobiliser une expertise et des études pour pouvoir caractériser, retrouver les informations liées aux matériaux. Et donc ça, voilà, c'est un peu dommage que l'information qu'on a eue à un moment donné à la conception, on la perde et qu'il soit nécessaire d'aller refaire les efforts pour trouver les informations. Alors je parle là un peu en général, évidemment, on a parfois des matériaux qui sont très très récents, où finalement on a toutes les informations à disposition, on n'a pas forcément besoin de faire tout ce protocole de caractérisation, mais bon, en général, c'est pas forcément ce qui se passe. Donc ce guide fait un peu l'état des lieux de ce qu'est la donnée, de comment on la génère, qui la génère, pourquoi on ne la transfère pas et pourquoi à un moment donné on la perd. Donc là, la méthodologie, c'était vraiment de se dire à quel moment je génère une donnée, comment à minima je la conserve, au mieux je la transfère à l'ensemble de la chaîne des acteurs et comment j'ai du coup une information vraiment pérenne qui ne disparaisse pas et sur laquelle je peux avoir vraiment une confiance. Donc là, je parle par exemple des éléments de structure. Un ingénieur structure qui récupère un élément, il faut qu'il remette quand même en jeu sa responsabilité en tant que concepteur. Il faut qu'il ait la preuve que le matériau, au-delà du contrôle visuel, il faut qu'il ait la preuve que le matériau soit vraiment, fonctionne vraiment dans l'usage qui va être refait. Voilà. Donc on a fait une petite enquête sur une poutrelle métallique aujourd'hui. Voilà, on a des informations quand ça sort bien sûr du fabricant. On a des informations au niveau de d'une équipe de maîtrise d'œuvre. On a peut-être un modèle BIM très bien renseigné. Et puis on a ensuite une vie en œuvre et puis une fin de vie où au final on se rend compte qu'il faut aller rechercher l'information. Donc ça c'était le constat des pratiques aujourd'hui. Et puis la complexité du jeu d'acteurs qui existe, de tous les outils, alors encore plus avec le numérique, de tous les outils qui se sont démultipliés, des supports, et malgré tout cet univers numérique qui existe aujourd'hui, qui est à notre disposition, c'est très compliqué dans la pratique. Et puis on voit très bien que sur les chantiers, c'est compliqué. Il y a aussi la sous-traitance, tout le monde ne maîtrise pas le BIM, et que c'est pas si évident que ça, même si en théorie, on a tout ce qu'il faut pour assurer cette traçabilité. Voilà, donc là un petit panorama de ce qu'on a parcouru dans le guide. Hein. Donc il y a évidemment le BIM qui est un outil et une source d'information et assez infinie. On peut quand même lier un certain nombre de données à des objets, à un modèle. Donc ça c'est quand même une source importante à notre disposition. On peut utiliser le monitoring des capteurs et puis alors là en bas c'est des puces RFID. Et ça, je vais vous montrer l'usage qu'on en avait fait. Je repasse sur le travail de doctorat. Donc, l'idée de passer à l'action, c'était de se dire, OK,
on parle, on a une méthodologie. Maintenant, concrètement, comment on fait? Aujourd'hui, le parc immobilier, il est quand même à plus de 80% en béton. On continue beaucoup à construire en béton coulé en place, c'est notre culture française. Donc on s'est dit, prenons le challenge de voir comment on pourrait faire un système en béton, mais qui soit réemployable. Donc là, l'idée, c'était d'avoir un portique, ça c'est assez classique, avec une poutre et deux poteaux, mais donc de prévoir des zones qu'on viendrait détruire, les zones de clavetage, et puis pouvoir récupérer la poutre, les poteaux qui seraient intacts pour une remise en œuvre ailleurs. Voilà. Et de réduire au minimum cette zone qu'on viendrait démolir. Donc voici la puce RFID qu'on vient juste mettre en fond de coffrage, par exemple. Et donc dans cette puce, on peut y attacher alors, un certain nombre de données, un modèle BIM, un plan d'exécution. Et donc ça, c'est quand même assez précieux. Le système, c'est la puce, on peut venir après avec son téléphone juste scanner la puce et retrouver ces informations. On peut se dire aussi que le système n'est peut-être pas pérenne, dans 30 ans, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'a plus de smartphone, je ne sais pas. Mais dans la puce, on peut également coder un certain nombre d'informations. Et ça, la puce, ça fonctionne déjà depuis un certain temps. C'est un petit objet qui reste dans la pièce en béton et qui ne va pas bouger. Donc ça, c'est assez intéressant en parallèle des modèles BIM, du papier qui certainement ne disparaîtra pas. Voilà, donc ça, c'était l'expérimentation qui a été faite. Et puis pour finir et parler un petit peu de ce qui change actuellement autour de l'économie circulaire, juste quelques exemples, mais ce qui est important, c'est qu'il faut une créativité, on a besoin d'acteurs qui soient vraiment moteurs de cette transformation. Ici, donc, encore architectes, donc je ne vais pas trop parler à la place des architectes, mais juste évoquer quelques points qui sont importants. Là, dans la démarche de réemploi, voilà, il y a eu un lot zéro spécifique qui a été créé pour le lot réemploi. Donc c'est une petite nouveauté qui a fait que ce projet a bien fonctionné. Il y a eu des clauses dans les cahiers, dans les CCTP à trous, qui étaient là pour inciter des variantes réemploi avec des variantes neuves s'il n'y avait pas de réemploi, mais pour mettre l'accent sur le réemploi d'abord. Et puis, bien sûr, tout cela fait un projet magnifique avec des économies de CO2 voilà, qui sont significatives. Dans les changements aussi, un exemple de Canal Architecture qui a déjà aussi beaucoup réfléchi à la construction réversible. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une opération d'intérêt national avec le permis d'innover, le permis d'expérimenter, qui a fait qu'ils ont réussi à construire un bâtiment avec des usages bureaux, logements. Voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas faire si on n'est pas dans ce cadre un petit peu d'expérimentation, et donc de vraiment avoir un permis de construire avec des espaces bureaux, logements qui n'étaient pas définis et qui sont flexibles. La réversibilité, ça se passe aussi avec des systèmes réversibles. Donc là, donc sur les bureaux de la Solorem, c'est également un exemple de mise en œuvre de systèmes réversibles et déconstructibles. Donc là, c'est assez simple, entre guillemets, de mettre en place ça, et ça a également des bénéfices en termes de chantier qui atténuent les nuisances, et qui assure une rapidité de réalisation. Et ce processus peut être inversé pour être adapté aux usages et facilement, du coup, réversible dans le sens de la déconstruction. Et puis, dernier exemple, celui de la maison des canaux, où là aussi, on a un réemploi d'une charpente métallique, qui est un projet très intéressant qui est porté par la ville de Paris et qui a également été accompagné par Bellastock et le projet FCRBE, on en parlait avec Lucas juste avant. Donc c'est vraiment aussi comment mettre à profit les recherches en cours sur une opération concrète, en allant jusqu'au bout des choses. Le sujet assurantiel qui a été du coup appuyé par la recherche et les travaux de recherche, et qui ont permis de vraiment développer ce projet jusqu'au bout et de remettre en œuvre des éléments qui avaient eu une première vie, voilà, avec des éléments de structure qui ont une fonction de structure. Et c'est assez notable, voilà, pour avoir travaillé sur le sujet, il y a quand même peu d'actions concrètes, et celle-ci en est une. Voilà.
Bravo, merci beaucoup.